dans la peau. Patrick Motisi, fondateur et président de l'association suisse Helvetia Lyrica. Bonjour Patrick Motisi. Bonjour Benjamin. Bienvenue dans la peau. Vous êtes un passionné d'art lyrique, de l'opéra. Oui, entre autres, oui. Entre autres. D'où ça vient? Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit? Alors non, pas vraiment. Il y a des personnes qui ont la chance, qui ont eu des parents musiciens, qui ont bercé dans un milieu musical et qui donc pour eux était un environnement, on va dire, normal. Moi, pas du tout. Mais bon, comme toute famille italienne, parce que mes parents étaient siciliens, inévitablement, il y avait le dimanche les disques d'opéra qu'on remettait tous les dimanches, des tubes comme La Traviata, etc., etc. Et donc, inévitablement, ça dépeint un petit moment, au bout d'un petit moment, sur la personne. Vous-même, vous avez chanté? Alors oui, j'ai été chanteur artiste lyrique. J'ai fait des suppléments de chœur dans la France et quelques parties solo pendant quelques années. Alors, quand on est un jeune chanteur lyrique, vous m'avez expliqué qu'à partir d'un certain âge, on doit s'arrêter à cause de la mue. Vous pouvez m'expliquer plus en détail? Quand on est jeune, oui, en effet. C'est-à-dire que quand on a, avant l'adolescence, avant la puberté, on va dire, pour schématiser, donc il y a le changement d'hormones, de testostérone, et la voix est très aiguë quand on est enfant, et après, elle va descendre, entre guillemets. Je schématise, bien sûr, je fais des raccourcis pour être le plus compréhensible et j'espère le plus vulgarisateur possible. Oui, absolument. Et là, il faut s'arrêter parce que pendant environ 4 ans, enfin pour les hommes, c'est entre 13 et 18, 14 et 18, on est défini. Pendant cette période qui est instable, très instable, si on chante de manière récurrente, pas une fois de temps en temps bien sûr, on peut endommager l'appareil phonatoire, donc la voix, la gorge, etc., etc., et avoir peut-être des grandes possibilités de dommages, j'ai envie de dire, irrémédiables. Donc il faut vraiment s'abstenir et attendre la fin de la mue pour savoir où est définitivement casée la voix. Je vous ai rencontré lors d'une conférence où on parlait des voix, des castrats, justement. C'est là où j'ai appris un petit peu ces détails. Et le sujet, c'était Farinelli. Oui. Juste en quelques mots, c'est quoi cette particularité d'une voix de castrat? Il y a un film qui est sorti sur Farinelli, mais ça ne représente pas une vraie voix de castrat. Est-ce que vous arrivez à expliquer ce que ça peut être? Oui, bien sûr. Expliquer, c'est toujours possible. Après, c'est entendre et l'imaginer et le conceptualiser qui devient plus délicat. Une voix de castrat, il faut imaginer que c'est une voix de garçon, donc de jeune garçon, et non pas de femme ou d'efféminé. C'est la premier stéréotype qui arrive en tête quand on pense à un castrat. Et il y a une différence, parce que même si la voix est cristalline et claire, chez le garçon, elle n'est pas, entre guillemets, blanche. Je fais encore là aussi des raccourcis. Oui, mais je crois que ça reste encore assez clair, ne vous inquiétez pas. Pour les puristes, il pourrait avoir des poils qui se dressent. Oui, mais là, on vulgarise. Voilà, on vulgarise. Et puis, le corps, lui, se développe. Alors évidemment, on les castrait, donc il n'y avait pas, ce que je vous ai parlé précédemment. Il garde sa voix d'enfant, voilà, il ne mue pas. Testostérone, mais le corps se développe, c'est un corps d'homme. Et dans ces cas-là, bien sûr, c'est la morphologie, mais aussi ils avaient une discipline et une éducation limite spartiate. C'est-à-dire qu'ils travaillaient plusieurs heures, 8 ou 9 ou 10 heures par jour, je ne sais pas exactement, parfois de 12. Et c'était une éducation complète, philosophique, latin, grec, et bien sûr musique, technique vocale, composition. Donc ça en faisait vraiment des musiciens totalement accomplis, et non pas simplement des interprètes qui ouvrent la voix et que la voix sort comme ça. Et dans ces cas-là, donc cette voix est dans ce qu'on appelle les résonateurs, et la cage thoracique était très développée, donc le corps vibrait. On va dire que les résonateurs, c'est la tête, c'est l'amplificateur. Et le travail, c'est bien sûr qu'il n'y ait pas d'attache sur la gorge et que cette voix se projette. Et c'est comme ça qu'on remplit des théâtres. À l'époque où il n'y a pas, et encore maintenant, il n'y a pas de micro. Sinon, il faut que la voix soit projetée. Sinon, vous faites beaucoup de bruit, mais ça ne dépasse pas 1 ou 2, 3 mètres autour de vous. Alors, si je résume, c'est une voix d'enfant dans un corps d'athlète qui est capable de moduler, de tenir des notes pendant plus d'1 minute. Alors, ça, c'était le cas de Farinelli, c'est le cas extrême dans la technique vocale. Ça ne veut pas dire que tous les castrats faisaient ça. Et le détail piquant avec Farinelli, c'est que les gens suivaient un petit peu sa performance et ils faisaient des syncopes. Alors, parce qu'ils n'arrivaient pas à tenir. Ils retenaient eux-mêmes leur propre respiration. Ça, je l'ai connu récemment en 1991 à Paris, pour autre chose, pour un autre chanteur d'opéra qui avait cette grande capacité de souffle. Et évidemment, j'ai amené des amis qui n'avaient jamais été à l'opéra et eux-mêmes
Et j'étais comme ça quand il regardait le chanteur prendre sa respiration, il n'arrivait pas à suivre. Donc ça, c'est littéralement suspendu aux lèvres. Voilà. Mais ça, c'est la technique vocale. Ça n'a rien à voir avec la voix de castrate. C'est pas parce que vous avez une voix de castrate que vous avez ce qu'on appelle la capacité de souffle. Il faut travailler. C'était le cas très particulier de Farinelli. Et Farinelli est arrivé à cette virtuosité. Il y en a d'autres, bien sûr, mais lui, c'est le plus connu. Donc, vous êtes passionné d'art lyrique. Donc, maintenant, on va arriver un peu dans le vif du sujet. C'est la présentation de votre association qui s'appelle Helvetia Lyrica. Pourquoi avoir fondé cette association ? Écoutez, dans un premier temps aussi, j'étais collectionneur. J'avais arrêté ma collection il y a quelques années. Je suis passé à autre chose. Et j'ai repris justement récemment, il y a quelques années. J'ai arrêté il y a plusieurs décennies, je veux dire, et j'ai repris il y a quelques années, pardon. Et en reprenant ma collection, j'ai pu constater que, entre guillemets, les prix baissaient. Donc, tant mieux. Je me suis dit, et puis au moment où je me suis dit, je ne peux pas racheter tout le patrimoine et je n'ai pas de fortune personnelle pour faire une fondation. Donc, pourquoi pas faire par une structure d'association pour commencer ? Et ça m'a semblé nécessaire d'autant plus que s'il y avait cette, entre guillemets, je ne dis pas pour les pièces exceptionnelles, c'est toujours très cher, mais des petites pièces depuis des prix qui baissaient, des cours qui étaient accessibles et des pièces disponibles qui n'étaient pas vraiment disponibles, c'est surtout ça, c'est qu'il y avait un désintérêt. C'est-à-dire que les gens, j'arrive à un certain âge, et puis les générations d'après ne suivent pas et ne rendent pas compte. Vous avez peur, en fait, que ça finisse à la poubelle, en gros ? C'est pas que j'ai peur, je l'ai vu. Ah oui. Ah oui, et c'est là que j'ai pris la décision de ne plus être spectateur mais acteur. Ouais. Là, il fallait agir. Donc, c'est-à-dire que on a un petit réseau, bien sûr. On m'a dit, va voir telle personne, sa collection, il y a ses enfants et tout. Je suis arrivé 2 fois dans une année, en plus, dans la même année civile. Et les enfants, on a tout jeté à la poubelle, c'est des vieux papiers, on a vendu les meubles, etc., un brocanteur, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a un réel besoin, que ces œuvres vont finir à la poubelle, c'est clair. Ce qui serait quand même... Au pire, ça c'est le pire. Il peut être disséminé, on peut les retrouver des années après, mais enfin voilà. Ou finir dans la poussière, dans des malles perdus. Donc ça répond déjà à ce besoin. Et donc finalement, le but, par voie de conséquence, c'est de préserver ça. Voilà, dans un premier temps, c'est de préserver, de le collecter. Et donc c'est pour ça qu'il fallait créer une entité légale. En plus, on va en venir plus tard, je pense, sur l'aspect de l'aide suisse. Oui, on va en parler. D'abord pour dire, voilà, on est là. Donc, parce que les collectionneurs sont disséminés partout dans le monde, dans tous les pays, chacun a sa collection dans son coin, et dire que voilà, le jour où vous n'avez plus de successeurs, vous vous interrogez sur la législation, nous sommes là. On est là à votre écoute pour la recevoir, on peut en discuter des conditions, etc., etc. Et puis après, évidemment, le deuxième objectif, qui est beaucoup plus difficile, mais qui est possible, c'est faire des appels de fonds pour acquérir des pièces. Donc, l'acquisition de collections et son élargissement se ferait justement à la fois par recevant des pièces de particuliers et autres, et trouver des fonds pour en acheter aussi. Et ça sera la fusion des deux qui va amener une plus large collection, bien sûr, au fil des années. Ouais. D'ailleurs, vous allez nous présenter quelques pièces après pour que justement les personnes qui nous suivent se rendent compte de quoi on parle. Donc restez avec nous parce qu'on vous présentera ces pièces à la fin de cet entretien. On parlait justement un peu de la partie légale. Pourquoi c'était si important pour vous de domicilier cette association ici en Suisse ? Alors, tout simplement parce que la Suisse, dans un premier temps, s'est dotée d'une loi fédérale en 1966, donc un pays précurseur, de la protection des biens culturels. C'était pensé dans un premier temps pendant la période de la guerre froide en cas de conflit, et à l'aube des années 2000, ça s'est élargi pour les catastrophes naturelles ou autres sources, et il y a toute une procédure qui permet d'intervenir justement en cas de besoin pour sauver des œuvres qui sont ciblées à travers un listing, on va dire, une liste qui est fédérale, mais qui est partagée avec tous les cantons. Donc, en cas de nécessité, il y a une intervention pour cibler certaines pièces. Alors, évidemment, on pense aux pièces de musée, mais ça peut être aussi des pièces pour des fondations privées, alors évidemment, les plus exceptionnelles. Donc, ça veut dire que déjà, il y a la conscience de protéger le patrimoine, qui est mis très tôt en Suisse, et elle rejoint la mienne aussi quand j'ai créé cette association, qui était celle de protéger l'art lyrique. Et puis mettre Helvetia Lyrica avec un logo prenant bien sûr le drapeau suisse, enfin l'auteur suisse, mettait en avant les codes suisses, Swiss Made. Donc c'était la fusion des trois qui permettait de nous véhiculer la meilleure image de qualité.
Donc je résume, pourquoi en Suisse? Des questions juridiques, des questions aussi de protection numérique. Alors, pas pour moi, pas dans le sens de Helvetia Lyrica. Là, disons que Helvetia Lyrica, on a souhaité, pour nous c'était important parce qu'il y a un SwissMed. Bon, bien sûr, on ne revendique pas ce niveau-là, on a une association qui est née l'année dernière, en septembre 2023, mais on veut mettre en avant, entre guillemets, ce savoir-faire. Le jour où on aura les moyens, parce qu'on ne les a pas, bien sûr, on les pourra les appliquer, bien sûr, mais on est déjà dans cet objectif-là et dans cette rigueur-là. Donc, pour montrer qu'on a une entité qui est sérieusement et rigoureuse, avec un board notamment, avec un secrétaire, un vice-président, un président, un comité d'honneur, où on a des artistes dans le comité d'honneur qui ont été les grands artistes internationaux. Donc, on dit qu'on est structuré. Donc, c'est très important. Et le SwissMed est surtout très bien vu aussi à l'étranger, parce que ce que je vous dis, il n'est pas que du grand public, mais être reconnu par les gens de ce métier, de cet environnement, qui vont connaître ça. Donc, c'est aussi la possibilité de porter des valeurs de la Suisse hors de ses frontières. Alors, sauvegarde du patrimoine Made in Switzerland, on va dire. Un SwissMed, on va dire, oui. Un SwissMed, ouais. Donc ça, c'est un des piliers de l'association. Il y en a 3. Le deuxième, c'est des rendez-vous culturels, donc ces fameuses conférences à laquelle j'y ai assisté, justement. Vous pouvez juste me faire le petit pitch de cette conférence qui a eu lieu pour que les gens sachent quel type de conférence vous organisez. Alors, nous avons requéri les services du professeur émérite Patrick Barbier, qui est un des plus grands, pour ne pas dire les plus grands, mais enfin un des plus grands spécialistes de cette période-là, baroque, italienne et des castrats, qui a fait de nombreux ouvrages. Il nous a gentiment fait l'amitié de venir. Il nous a fait une conférence déjà le 2 mai sur l'histoire des castrats, justement déjà expliquer comment on devenait castrat, etc., ce qu'on a vu un petit peu rapidement tout à l'heure. Et après, spécifiquement, le 21 novembre, on a fait une sur le castrat Farinelli, qui est devenu connu avec le film. Où j'étais présent. Voilà, que vous avez vu. Oui. Donc là, c'était spécifiquement sur lui, donc sa vie, sa biographie, sa carrière, etc. Et on voit que, justement, c'est des vies particulières, des destinées particulières. Je pense qu'il n'y a pas eu d'égal, ou plus ou moins, enfin différemment. Et le cas de Farinelli, c'est que aussi c'était une personne extrêmement modeste, qui n'abusait pas, on va dire, à un concert de son confrère qu'on va nommer... C'était pas une diva, comme on dit vulgairement. Caffarelli, qui justement est l'opposé, qui était odieux, un diva... Il y a un palais à Naples qui dit où j'ai construit ce palais avec ma voix, sous prétexte, voilà, et puis les Napolitains ont rajouté une petite pancarte, oui, mais sans. Voilà, pour montrer un peu. Je vois bien l'esprit italien. Voilà, et il est à côté de ma cantine quand je vais à Naples. À chaque fois que je passe devant, c'est à côté de ma cantine, hein, c'est à quelques mètres. Je peux vous dire, puisque j'étais présent, j'ai passé un moment formidable, parce que d'abord, c'est un super orateur, il sait de quoi il parle, mais il sait y mettre les formes. Voilà. J'ai passé vraiment un très très grand moment, c'était très instructif et sans être forcément un passionné d'opéra. J'aime beaucoup la musique classique, mais c'est vrai que mes oreilles des fois à l'opéra j'ai un peu de peine. C'est normal. Mais là j'ai vraiment passé un grand moment et j'invite tout le monde qui est un peu curieux, justement si vous avez l'occasion d'aller voir ce type de conférence, il faut y aller. Un troisième pilier très important aussi, c'est la pédagogie, et là c'est des masterclass. Là j'y étais pas, alors je vais vous laisser expliquer ce que c'est. Alors voilà, juste pour revenir justement, c'est pour ça qu'on prend Patrick Barbier, parce que lui il a le talent que je n'ai pas, donc de pouvoir expliquer simplement. Oui, il a écrit, il est auteur, mais voilà. Et je sais pour ça que je l'ai sollicité, que ça passe bien avec le public. Il est très facile d'accès. Il ne faut pas que les gens croient que c'est quelque chose de compliqué pour musicologue, pas du tout. Non, puis il y a de tout dans la salle, il y a de tous les âges. Et donc, ça c'est unanime, et on le reprend, sachez-le, l'année prochaine 2 fois. Ok, de toute façon, 2025. Dans la vidéo, il y a des liens, les gens peuvent se mettre en relation avec vous et suivre les informations que vous leur présentez. Alors, donc revenons à la pédagogie que vous avez abordée. Ouais. La masterclass, nous avons la chance d'avoir comme président du comité d'honneur de notre association le ténor américain Chris Merritt, un très grand ténor, qui aujourd'hui enseigne à travers de nombreuses masterclass. Il est très demandé à travers le monde entier, enfin surtout l'Europe, parce que bien sûr il est basé en Europe, c'est la première rayon d'action. Et nous avons eu la chance de l'avoir pour notre masterclass qui a eu lieu récemment, du 25 au 29 novembre. Et la force du maestro Chris Merritt, bien sûr, être un grand chanteur, c'est une chose, mais c'est pas pour autant que vous êtes un grand professeur. C'est 2 choses vraiment distinctes. Un interprète, c'est une chose, on peut très bien faire les choses, mais pas savoir l'expliquer. Et moi, ce qui m'a fasciné, je le savais un peu, et notre conseiller artistique Arnaud Kienz, qui vient de Paris, qui fait partie de notre équipe, m'a dit, donc il était moins étonné, mais moi j'étais surpris, alors que je suis son ami, mais le voir aussi, je savais bien sûr qu'il était très talentueux, à l'écoute
humbles, de personnes beaucoup plus modestes, et leur donner des conseils très précis et voir leur évolution au fil des jours. Sur 4 jours, comment ils ont pu évoluer. Et ça, c'est la pédagogie. Ouais. Et c'est pour ça que je vous dis, que je voulais préciser, les 3 piliers ne sont pas indépendants, ils communiquent. Non, tout est lié. Voilà, bien parce sûr. que si vous chantez quelque chose, bon, techniquement, etc. et tout, si vous savez quel chanteur l'a chanté au IIe siècle, pourquoi il l'a chanté, et vous connaissez votre place de la voix qui correspond à ce chanteur, cette chanteuse, ça vous aide dans l'interprétation et dans son approche. Donc la culture et le savoir permet aussi de... Oui, pour l'interprète, savoir par quoi on est habité pour interpréter. Voilà. Mais aussi pour ceux qui regardent, de comprendre et de mieux apprécier aussi. Oui. Je vous le dis à titre personnel, en ayant assisté à certaines choses. Concernant les besoins, on a bien compris ces 3 piliers. De quoi avez-vous besoin pour pouvoir continuer votre action ? Alors, continuer, on va le faire, mais idéalement, parce qu'il faut agir vite. Continuer dans des meilleures dispositions possibles. L'idéal. Idéal. Parce que, bien sûr, tout ça, c'est très sympathique, mais je reprends ce que je disais avant, il y a une urgence. Donc, si on ne se fait pas connaître très vite, si on n'a pas les moyens, parce que d'avoir cette ambition de remplir nos ambitions, de recevoir des collections, de pouvoir les acquérir, ça reste une très belle sympathie intentionnelle, on a des très belles intentions, mais il faut les concrétiser. Donc, évidemment, comme tout le monde, la première temps, c'est les fonds, bien sûr. Et nous avons d'ailleurs validé dans notre dernière assemblée générale au mois de juin dernier une politique d'acquisition, qui est une espèce de guideline, un guide, qui est indispensable lorsqu'on sollicite des institutions pour montrer qu'on est structuré. On revient à ce que je disais, que ce n'est pas simplement des fantaisies ou des lubies. Ça correspond bien à un travail de réflexion sur la durée et de pérennisation. Ça, c'est la première chose. Donc, nous l'avons fait au mois de juin, l'assemblée générale, votée. Donc, ça aussi, bien sûr, les fonds serviront aussi à optimiser notre fonctionnement, c'est-à-dire payer des factures, etc., comme partout, des bureaux et autres. Et enfin, surtout, j'ai envie de dire, aujourd'hui, pour moi, ça serait plutôt d'avoir des talents. C'est-à-dire que des personnes, on est vraiment dans une aventure humaine, un peu comme une start-up. Donc voilà, on a 1 an, et en 1 an quand même, on peut être fier, on a rempli nos objectifs. On a fait patrimoine, on a quelques pièces, donc c'est fait. Culturel, vous étiez là, vous avez vu, et pédagogique, on a fait. La masterclass qui est... C'était vraiment cool. Et les gens, ça, le masterclass, il faut savoir que c'est dédié vraiment en général à des fondations avec pérennité. Nous, c'est notre première année et sans subvention publique. Les compétences, vous avez besoin de gens pour la communication, vous avez besoin de gens pour votre site internet, pour la maintenance. Oui. Je pense un peu plus loin quand vous aurez de plus en plus d'œuvres pour la numérisation, l'archivage, etc. Mais je crois que vous avez quelqu'un déjà qui est dans l'archivage. On a la vice-présidente, mais bon, elle travaille à temps plein. Voilà. Je pense que la priorité pour nous, c'est le digital. C'est pas simplement un website. Il y a aussi vouloir faire un musée en 3D, justement interactif, pour garder captif les personnes. Ça, c'est un projet. Voilà. C'est ce que un musée 3D en immersion. Au lieu que ça soit un alignement de photos avec un texte, c'est la première approche qu'on peut faire. Qui nous semble-t-il, on a des bons retours sur notre humble travail, mais idéalement avoir vraiment des webmasters qui visent, parce que c'est là où on peut toucher des personnes même au-delà des frontières et très loin. Et on le voit déjà dans la visite de notre website. On intéresse des gens à l'étranger. Je trouve très jolie l'idée de pouvoir voir en VR, je crois que c'est le terme. Oui, on pourrait mettre en 3D, on pourrait mettre des extraits musicaux, il y a un vrai travail de fond, mais c'est ça qui garderait, d'abord, puisqu'on veut s'adresser à tout le monde, les curieux, comme vous qui connaissent rien mais qui ont envie de voir. Merci. Mais je veux dire je rigole. Qui se mettaient des barrières à l'opéra, j'ai peur combien de fois, mais j'aimerais bien y aller. Mais vas-y, mais j'ai peur. Il n'y a pas à avoir peur. Donc c'est les aider. Après, ils restent où ils veulent. Les mélomanes, ceux qui connaissent déjà, vont trouver des choses super longues. Et les musicologues, on en a, ils connaissent tout, mais il y a la petite pièce qu'ils ne savaient pas, le petit détail. Donc c'est encore un autre grand challenge de pouvoir parler à tout le monde. Alors pour terminer cette petite émission, je vous propose de faire un peu d'histoire de l'art. Vous avez plein de pièces devant vous. Alors justement, ce sont des pièces que vous sauvegardez. On essaye, oui. Alors, on va montrer, comme ça, tout le monde va savoir un peu de quoi on parle. Alors, moi qui viens de la publicité, j'ai vu certains objets type lithographie, etc. Ça me parle, mais expliquez peut-être un peu l'histoire de cet objet et comment il a été produit. D'accord. Par exemple. Alors, par exemple, vous voyez, avant la photo, il y avait les lithographies. Alors, vous avez raison, peut-être en montrer une. Tant qu'à faire. Oui, bien sûr.
même les journaux en noir et blanc, parce qu'il y en a une un peu plus ancienne. On peut en montrer 2 ou 3, de toute façon. Oui, mais c'est juste pour voilà, celle-là, elle est magnifique. Vous voyez ? Oui. Voilà, c'est Monsieur Dupré, c'est le ténor qui a inventé, on dit ça, le contrut, le fameux contrut dont on parle, qu'on connaît aujourd'hui modernement. Voilà, le fameux contrut, on le dit le do di petto en italien. Alors, quand je dis inventé, il est venu avec une technique depuis l'Italie et il a imposé dans tous les théâtres du monde et c'est devenu jusqu'à maintenant, la référence. Et on est en quelle année ? On est au début du 19e siècle. D'accord. Et avec cette petite, les anciens chanteurs, on va parler d'Adolphe Nourri, qui fait partie d'ailleurs de notre patrimoine. J'ai pas pu amener ce qui c'est 3 volumes. J'ai une chronologie, j'ai une biographie. On a une biographie de lui de 3 volumes. Alors, il y a une petite légende qui s'est suicidé à Naples. Il s'est défenestré parce qu'il n'était plus capable de suivre entre guillemets ce monsieur et cette nouvelle chose. Et puis, en vérité, il avait déjà été perturbé psychologiquement. Mais voilà, ça crée une légende. Et à partir de là, il a imposé un standard. J'ai vu aussi un livre avec une couverture assez magnifique. Donc, c'est un livre qui contient en fait des partitions, qui est signé par son auteur, c'est ça ? Voilà. Alors, c'est une partition donc d'un opéra qui s'appelle Esclarmonde, du compositeur français Jules Massenet. Je vais essayer de vous la montrer comme ça, parce que justement, c'est intéressant à montrer parce qu'elle est abîmée. Et ça, alors, je pense que les illustrateurs et les graphistes vont juste se régaler à voir ça. Voilà. Et là, donc, elle est dédicacée par le compositeur Jules Massenet. Il y a une personne avec 2 dates et surtout, là, les petits points de collectionneur. Il y a un début de partition, je vais essayer de faire ça que ça se monte sans l'abîmer, qui est déjà écrite, manuscrite. On n'arrive pas à le voir, mais je ne peux pas faire... Je montrerai, je ferai une incrustation. Voilà. Et elle est justement abîmée, débrochée. Pourquoi je montre volontairement comme ça ? Parce que c'est l'autre part. C'est bien de collecter, mais il faut aussi restaurer. Et ça, c'est le coût le plus cher. Dans ce cas de figure, ça coûterait plus cher que la pièce. Ouais. Donc c'est pour dire. Donc c'est pas pour tout de suite, mais il faut d'abord collecter, conserver, et le jour... Et il y a des artisans ici dans la région qui savent faire ça. Bien sûr. Et à la bibliothèque de Genève, il y a tout un département de conservation qui travaille. Je les ai vus travailler en atelier. J'ai eu cette opportunité, cette chance. Donc voilà. Mais ça a un coût énorme parce que c'est des heures de travail, c'est minutieux, c'est vraiment la logique pour faire attention. Autant que pour aussi garder les originaux, qu'on ne peut pas garder les pièces. On rajoute des pièces qui se coordonnent. Donc c'est un travail de... J'ai vu une autre pièce, comme s'il y avait de la dentelle. Alors je ne sais pas s'ils ont taillé dans le papier ou si c'est avec une presse, comment ils ont produit ça, mais c'est juste... Alors, je ferai des gros plans pour montrer les détails, parce que là, ça va être un peu difficile à voir. Apparemment, vous avez regardé ma sacoche. Oui. J'ai pas pu résister. Alors voilà, c'est un programme de Buckingham Palace de 1869. Donc il est en soie, brodé. Je vais essayer de voir. Est-ce que vous le voyez comme ça ? Oui, je le vois. Je ferai des gros plans. Voilà. Donc là, on a plusieurs primadonnas qui chantent ce même jour, dans cette soirée. C'est le 23 juin. Donc ça, c'est un programme, en fait. Voilà, d'un concert. Ils faisaient des programmes comme ça. Voilà. Bon, c'est la alors aujourd'hui, royale, nous, oui, là, c'est royal. Parce que alors, nous, les flyers aujourd'hui, ça peut rien avoir. si je parlais d'un budget comme ça à un client, il me tue. Voilà, c'est devant la reine. Et le final, dans le programme, il y a marqué God Save the Queen. Donc voilà, c'est le final. Oui. Et donc là, on a des extraits d'opéras importants que je connais, mais je n'ai pas ennuyé les personnes pour ça, mais signaler peut-être les personnes. On a plusieurs, je vais dire, 2 primadonnas. Donc on a Christine Nilsson, dont j'ai parlé tout à l'heure, me semble-t-il. Et puis on a aussi Adelina Patti. Et on a aussi Teresa Chietens qui chante. Et c'est intéressant parce qu'on a mesdames, il y a des signore. On a vraiment les titres à l'époque, des civilités qui sont précises, qui mettent un rang. Des interprètes. Oui, tout à fait. Que ce ne soit pas monsieur, madame, mademoiselle. Et quand c'est des Italiens, c'est signore, qu'on prend littéralement. On ne dit pas mister, etc. Voilà, c'est des petites anecdotes. Donc voilà, c'est un très joli programme. C'est une très belle pièce. Je vous montrerai un peu, on voit un peu le soie un peu brodé. Oui, voilà. je vais montrer les détails. Voilà. Aussi, on a parlé de Christine Nilsson. Christine Nilsson, nous avons fait une exposition au mois de juin dernier. Grâce à un de nos membres qui est devenu partenaire avec la société Swiss One Plus, qui nous a prêté ses locaux pour cette exposition qu'on a fait autour de la soprano suédoise Christine Nilsson, qui était dans cette soirée, et qui est une soprano qui a fait partie de l'Opening Night, donc la soirée d'ouverture du Metropolitan of New York en 1883. Il faut savoir qu'à l'époque, aux États-Unis, il n'y avait pas d'opéra. Avant, c'était donc le Metropolitan of New York, qui existe encore maintenant. Mais à l'époque, il était à Broadway. Aujourd'hui, il est au Lincoln Center.
et il était fait sur souscription. Donc c'était des tournées qui étaient faites depuis en général Mapleson, un agent en Angleterre et d'autres qui venaient avec les grandes stars, et là ils ont dit il faut notre propre opéra. Et la première soirée a choisi l'opéra français qui s'appelle Faust, du compositeur Charles Gounod, et la prima donna c'était Christine Nilsson, la soprano suédoise. Donc je vais vous montrer juste un bref portrait, parce que ce portrait est du London Illustrated 1883 du mois de juin, donc juste quelques mois avant, et elle a la première de couve, si on peut dire. Oui, oui, voilà, c'est ça, voilà. Une première de couverture. Donc, vous voyez que les chanteurs d'opéra et les divas, c'était des vraies stars. Et voilà, des vraies stars. Il y a encore plein de choses qu'on a montrées pendant l'exposition. On a montré, par exemple, qu'il y avait des articles de presse, c'était divorcé, qu'elle avait un amant. Enfin, c'était des tabloïds de l'époque, un peu. Tout le monde parlait plusieurs langues aussi. Et là, par exemple, on a aussi une lithographie un petit peu plus primitive en France de ce fameux Faust, où elle est là, avec d'autres interprètes. Ouais. Voilà. Pardon. Et là, par exemple, encore Paris Artiste. Donc là, c'est un peu plus tard, on est en 1875. C'est quoi, c'est un de ces magazines, Paris Artiste? Oui, parce que là, ils mettent pas sa troisième année, mais c'est dans les suivantes. Et vous voyez, ce n'est pas une photo, c'est un polygloté, c'est une sorte on va dire, de copie, ce n'est pas à la base une photo. Mais vous voyez, il y a Madame Nilsson et le et c'était vendu. Donc, vous voyez, c'était vraiment populaire. Mais ça, c'était un journal ou c'était un journal. D'accord. Ouais. Donc, on achetait ce journal devant le lieu où on l'achetait dans le kiosque, j'ai envie de dire. Oui. Donc, il n'y avait pas que ça. Le journal, il n'est pas en entier. En fait, là, vous me montrez... Oui, parce qu'il faudrait que je l'enlève. Et oui. Non. Sur les pochettes plastiques, on D'accord, c'est le journal entier. Oui, tout à fait. Eh bien, ça, c'est magnifique. Je pense qu'on se reverra pour que vous me parliez d'une œuvre ou d'une pièce. Ah, vous voulez encore parler de celle-ci? Christine Nilsson, parce qu'elle a créé cet opéra Ophélie dans Hamlet. Ouais, ça, c'est une belle gravure. C'est un opéra qu'elle a créé. Quel nom? Et puis, le nom de l'opéra, c'est Hamlet. Le compositeur est français, Ambroise Thomas. Et le personnage, c'est celui d'Ophélie, donc tiré de la pièce de Shakespeare, bien sûr. Et elle a été extrêmement connue dans ce rôle, notamment. Ok. Patrick Motisi, c'était passionnant. J'espère que nous aurons suscité l'intérêt de celles et ceux qui nous suivent. Des liens d'information sont à leur disposition dans la description de la vidéo, également pour contacter votre association. Et pour soutenir notre chaîne, abonnez-vous, partagez. Patrick Motisi, fondateur de l'association Helvetia Lyrica, encore merci et à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Bonne soirée. Dans la peau.